Donc je vais essayer d'évoquer la condition féminine en fait. Ce que je voudrais évoquer, d'où le titre de cette conférence, c'est ce que ça représente qu'être femme sous Napoléon. Et à quel sort finalement sont vouées les femmes sous Napoléon. Alors avant d'aborder ce thème-là, je voudrais mettre en avant trois écueils qui se posent à moi. Le premier écueil, c'est que en fait, même si nous, ici, nous sommes réunis par notre passion pour la période napoléonienne, en fait, la période napoléonienne ne marque pas forcément un moment très particulier dans l'histoire des femmes. Autrement dit, je vais le dire très très vite, être femme sous Napoléon, c'est pas très très différent d'être une femme à la fin de l'Ancien Régime ou d'être une femme sous la Restauration. Et en fait, la condition des femmes, elle évolue lentement. Elle a affaire plutôt à l'histoire sociale, à l'histoire des mentalités, et cette histoire-là, elle est moins, dépendante de l'évolution de la chronologie politique. Le deuxième, donc, je vais essayer d'expliquer ce qu'est être une femme, ce qu'est la condition des femmes sous Napoléon, mais en sachant que finalement, la période napoléonienne n'est pas forcément très distinctive sur ce plan-là par rapport à celle qui précède et celle qui succède. Le deuxième écueil, c'est que la période napoléonienne, ça vous le savez, et Napoléon en particulier, ont une mauvaise image sur ce sujet-là. Et on fait souvent, notamment dans la presse, dans un certain nombre de débats historiographiques, on fait souvent le procès à Napoléon d'être misogyne. Et en effet, Napoléon était, moi je préfère dire sexiste, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'il avait une vision très sexuée de la société, avec des rôles sociaux attribués aux hommes et aux femmes qui étaient différents, et la frontière entre les deux était relativement hermétique ou étanche par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, où on parle de fluidité de genre ou je ne sais quoi, et là finalement les choses sont très très différentes. Et donc je vais essayer de montrer que la période de l'Empire, c'est pas une période forcément de régression pour le droit des femmes. En tout cas, c'est pas la période sombre que l'on décrit tout le temps, notamment à travers l'exemple du code civil, et qu'en réalité, la condition féminine, elle a cessé de progresser. Elle a connu, on va dire, une sorte d'embellie au tout début de la Révolution française, et que dès 1793, l'automne 1793 en réalité, elle connaît une sorte de coup d'arrêt, qui fait que la situation des femmes recule à partir de ce moment-là, et la période du Consulat et de l'Empire, finalement, continue ce mouvement de réaction qu'on a connu amorcé dès la Révolution et dès la période de la Terreur, pour être très clair. Et puis le troisième écueil, il est très simple, c'est le fait que, mais c'est ce que j'ai dit un petit peu en introduction, on a l'habitude d'arrêter notre regard sur les femmes célèbres, que ce soit effectivement les femmes de l'entourage proche de Napoléon, que ce soit ses opposantes comme Madame de Staël ou Madame Récamier. Et moi, je vais essayer de porter plutôt la focale sur les femmes modestes, sur les femmes communes, sur les femmes du peuple, pour un certain nombre d'entre elles, autant qu'on puisse les approcher. Donc dans un premier temps, sous une forme un peu de provocation, je voudrais dire que la femme n'existe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la femme n'existe pas ? Elle n'existe pas d'abord parce que être femme, ça renvoie à de multiples expériences. Être femme, c'est très différent selon le milieu social auquel on appartient, selon le lieu géographique auquel on appartient, dont on dépend, dans lequel on vit, dans une France qui va s'étendre jusqu'à compter 134 départements, si on compte les départements catalans, en 1812. Et donc c'est très très différent selon le lieu où on vit, selon l'âge qu'on a, selon le milieu social auquel on appartient, selon qu'on vit dans les Apennins ou à Anvers, selon que l'on vit en Catalogne ou à Hambourg, eh bien on n'est pas femme de la même manière. Et évidemment, selon le niveau social, le revenu du foyer auquel on appartient, évidemment, on n'est pas femme de la même manière. Donc, on ne peut faire qu'une histoire plurielle des femmes. Il y a une grande diversité d'expériences singulières, une grande diversité de la manière d'être femme sous Napoléon, et ça correspond là à ce qu'on peut connaître à quel moment de notre histoire. Deuxièmement, les femmes n'existent pas, ou être femme, ça n'existe pas, ou la femme n'existe pas, parce que dans l'histoire qui nous intéresse, à peu près 3/4 des femmes sont hors des radars, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire que les 3/4 des femmes vivent en milieu rural, vivent en milieu paysan, vivent dans nos campagnes, de la Drôme, de l'Ardèche ou d'ailleurs, et ne sont pas, ou que très peu connues par l'historien, parce que les archives sont très pauvres,
Elles ont laissé peu de traces, un nom dans l'état civil, quelques anecdotes ici ou là, mais en réalité, pas d'hagiographie, pas de tableau de grands peintres pour les représenter. Et donc, la grande masse des femmes, en réalité, est pour l'essentiel inconnue des historiens ou mal connue des historiens. Et donc, on raisonne sur les trois cas restants, sur le cas restant, pardon. Et le cas restant lui-même, il est formé par une majorité de femmes qui sont ouvrières ou qui sont domestiques, qui appartiennent à des milieux populaires, qui eux aussi, ou eux non plus exactement, n'ont pas laissé beaucoup de traces. Alors heureusement, dans la période qui nous intéresse, il y a un contrôle policier, sanitaire, hygiénique, qui pèse de plus en plus sur la population et sur les catégories populaires des villes en particulier, et ça laisse des traces. Donc quand on est historien, on trouve des archives de police, des archives de préfecture, des archives d'hospices, qui nous renseignent sur le destin d'un certain nombre de ces femmes, mais pas parce qu'elles comptaient beaucoup, mais tout simplement parce qu'on s'est mis à les recenser, parce qu'on avait vis-à-vis d'elles une politique particulière qui était souvent une politique de contrôle. Je prends un exemple très simple. Les prostituées, sous l'Empire, font l'objet, sous le consulat déjà, puisque la première grande législation date de l'an 10, 1802, les prostituées font l'objet d'un recensement qui est tout à fait inédit. On commence à les compter dans les grandes villes, on commence à essayer de les identifier, on commence à essayer de les encadrer, sur le plan sanitaire en particulier, de les soumettre à des visites médicales régulières, de manière à éviter la diffusion des maladies vénériennes. La syphilis en particulier, c'est particulièrement vrai dans les villes de garnison, et c'est particulièrement vrai sous l'Empire, où les guerres multiplient les occasions de passage de soldats dans les villes. Et grâce à cet effort-là, qui ne doit rien à un souci particulier pour les femmes, on connaît cette population particulière, qui est la population des prostituées, assez bien. Mais vous comprenez bien qu'il y a là un biais, c'est-à-dire que ça surreprésente, quand on s'intéresse aux femmes, on connaît finalement mieux le sort des prostituées à Lyon, par exemple, sur lesquelles j'ai travaillé, que le sort des paysannes de la Drôme, qui sont bien plus nombreuses et qui sont bien moins renseignées par les sources. Donc il y a quelque chose qui fait que là aussi, la femme n'existe pas, dans le sens où elle a été invisibilisée par les sources et par le manque de sources concernant la plupart d'entre elles. Alors si on s'intéresse aux femmes modestes, on s'aperçoit quand même que dans les campagnes, où vivent la plupart des femmes du pays, l'essentiel des femmes du pays, le quotidien, il est banalement fait de multiples travaux. En plus de la sphère domestique, qui est totalement de leur ressort, les femmes forment une importante main-d'œuvre pour tous les travaux agricoles, prenant notamment leur part aux travaux saisonniers. Et la main-d'œuvre des campagnes est une main-d'œuvre qui est très largement féminine. Dans les campagnes émerge de plus en plus une figure particulière qui est la figure de la nourrice, et ça depuis la fin de l'Ancien Régime. Il y a en France, c'est une assez large spécificité française, il y a un recours assez fréquent à des nourrices pour élever et d'abord allaiter les jeunes enfants. Et ce recours aux nourrices, auprès desquelles un certain nombre des femmes des villes placent leurs enfants, ce recours aux nourrices n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'apanage des classes très aisées. Et en réalité, on s'aperçoit que beaucoup de femmes qui travaillent dans l'industrie, comme ouvrières, dans l'artisanat, confient leurs enfants à des nourrices pour pouvoir travailler, pour garder le temps du maternage, si j'ose dire, n'est pas indemnisé. Et par conséquent, une femme qui vit de son travail dans les villes, elle doit confier son enfant, même de très bas âge, très vite, le plus rapidement possible, pour pouvoir continuer à travailler, à procurer un revenu au foyer. Donc en réalité, la nourrice, qui est un personnage essentiel des campagnes à la période napoléonienne, est une femme auquel on recourt d'autres femmes de toutes les catégories sociales et de tous les milieux sociaux. Et ça nous permet de relativiser un peu une image que l'on a, qui serait une sorte d'assignation très ancienne des femmes à la maternité et surtout au maternage, c'est-à-dire à l'élevage des jeunes enfants. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette période-là, c'est pas du tout une valeur qui est érigée en dogme, si j'ose dire. En fait, il est admis que les femmes de tout milieu puissent très vite se séparer, se débarrasser de leur enfant en très jeune âge pour pouvoir continuer soit à paraître et à jouer le rôle social qu'on attend, par exemple, d'une aristocrate ou d'une ci-devant aristocrate, soit pour continuer à travailler si elles appartiennent à un milieu populaire. Et le clivage que l'on note là, par exemple, c'est un clivage entre femmes des villes et femmes des campagnes, qui n'ont pas le même sort en réalité. Parce que les femmes des campagnes
ne confient pas massivement leurs enfants à des nourrices. Elles l'élèvent, le gardent près d'elles parce que leur travail n'est souvent pas un travail salarié, et donc elles peuvent intégrer en quelque sorte le gardiennage de leur enfant et le maternage de leur enfant à leurs activités, professionnelles ou aux travaux auxquels elles sont mêlées. Dans les villes aussi, les femmes travaillent, je l'ai dit, elles travaillent beaucoup. Au bas de l'échelle, on trouve prioritairement des domestiques que leurs maîtres recensent de plus en plus. Mais quand on regarde les archives concernant les domestiques, quand on les cherche, on cherche à savoir qui elles sont, en fait, on a très très peu de renseignements sur elles, hein, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'elles sont quantité négligeable en quelque sorte. Et souvent, elles sont désignées par un simple prénom et recensées par leur prénom, comme travaillant à tel ou tel domicile, on les déclare comme ça, mais en réalité on connaît très peu de choses sur leur gage, sur leur identité réelle, sur leur lieu de provenance. Bon, on sait qu'elles proviennent généralement des campagnes avoisinantes, etc., mais on a peu de renseignements, ce qui dit finalement quelque chose du peu d'égard qu'on a envers elles, pour elles. Les ouvrières sont effectivement aussi très nombreuses, elles travaillent, et comme les enfants, elles sont employées à des tâches rébarbatives et pour des salaires nettement moindres que ceux des hommes. En moyenne, une ouvrière touche moitié moins qu'un homme. Et l'écart est encore plus grand quand on considère que la plupart du temps, les femmes sont employées à des tâches non qualifiées. Et donc évidemment, un ouvrier qualifié va toucher 4 à 5 fois le salaire moyen d'une femme qui travaille dans l'industrie. Rassurez-vous, à tâche égale, la femme continue à toucher beaucoup moins que l'homme sous l'Empire, et l'inégalité à ce moment-là est absolument patente. On se rend compte aussi que, par exemple, en cas de coup dur, en cas de difficulté de conjoncture, en cas de mise au chômage, autrement dit, des salariés, les femmes sont les premières à être éliminées de l'entreprise, de l'usine, de l'atelier dans lequel elles travaillent. On s'aperçoit que les conditions de vie des ouvrières sont extrêmement pénibles, notamment quand on constate qu'elles sont victimes exactement des mêmes maux que les hommes. Et en particulier, les enquêtes qui ont été menées sur les pratiques liées à l'alcoolisme et l'addiction à l'alcool montrent que les femmes sont aussi sujettes dans ces milieux populaires à l'alcoolisme que les hommes. Donc en réalité, le sort d'une ouvrière, il est à peu près égal. En réalité, il est en réalité pire que celui des ouvriers. Et je l'ai dit, elles sont soumises donc encore plus aux aléas de la conjoncture. On compte des femmes majoritaires parmi les indigents qu'on recense dans toutes les villes. Si vous regardez à Paris, à Lyon, ce qui se passe en particulier, on a des femmes qui forment la cohorte la plus nombreuse des indigents qui ont recours à la charité, à la bienfaisance dans les grandes villes. On a des enquêtes qui commencent à être menées aussi, par exemple, sur la pratique du suicide dans les milieux populaires, et on se rend compte que les femmes sont aussi nombreuses, proportionnellement j'entends, que les hommes à avoir recours au suicide dans les milieux les plus défavorisés. Il y a une activité, si j'ose dire, qui concerne prioritairement les femmes, bien que les hommes n'en soient pas totalement épargnés, c'est la prostitution. En fait, la prostitution, on s'aperçoit sous l'Empire, quand on l'étudie, qu'elle est tout à fait liée à l'indigence, c'est-à-dire que les prostituées sont, pour l'immense majorité d'entre elles, sinon la totalité, les prostituées sont des femmes qui sont poussées à la prostitution par le manque de ressources et par l'absolue nécessité de se procurer un revenu en vendant leur corps parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose. Dans la période napoléonienne, l'évolution de la prostitution, elle est assez nette. Il se trouve que l'Empire va, comme je l'ai dit tout à l'heure, recenter les prostituées pour les soigner, pour vérifier qu'elles ne transmettent pas trop les maladies, etc. Et donc, en réalité, ce qui va se passer, c'est que sous l'Empire, il y a un phénomène qu'on peut pratiquement qualifier d'institutionnalisation de la prostitution. C'est-à-dire que pour aller vite, je caricature un petit peu, j'y suis forcé par le peu de temps que nous laisse M. Ban, lorsque la Révolution prend les choses à la fin de l'Ancien Régime, disons, une femme prostituée, la plupart du temps, est une prostituée qu'on qualifierait aujourd'hui d'occasionnelle. C'est-à-dire c'est une femme qui se prostitue en marge de son activité salariée, etc., et qui finalement complète, améliore son revenu
en cas de coup dur, en cas de difficulté, etc. C'est la même chose au début du consulat, sauf que comme le consulat va faire peser un contrôle de plus en plus net, on va se mettre à recenser les prostituées, à les nommer, à les recenser dans les commissariats de police, à leur dire dans quelle maison travaillez-vous? Est-ce que vous êtes affilié à une maison, comme on appelle à l'époque, des maisons publiques, qui sont des maisons closes, qui sont des bordels? Donc, comme on commence à les recenser de cette manière-là, en fait, une femme, très rapidement, qui se prostitue, est obligée de se déclarer comme prostituée. Et à partir du moment où elle se déclare comme prostituée, en fait, elle est assignée à ce rôle de prostitution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'aller-retour, si j'ose dire, entre l'état de prostituée et l'état la pratique professionnelle ou l'état de mère de famille, comme on pouvait le voir auparavant. Et donc la période de l'Empire, là pour le coup, a une importance dans le sort de ces femmes-là en particulier, qu'on peut très très clairement voir statistiquement, c'est-à-dire qu'elles contribuent à assigner les femmes qui ont recours, souvent poussées par la pauvreté, qui ont recours à la prostitution, l'Empire contribue à les assigner à cette fonction de prostituée. Et on les voit assignés à des maisons, à des bordels, tenus d'ailleurs la plupart du temps par des femmes maquerelles, et ne plus pouvoir finalement sortir de cet état. Le sort des prostituées est un sort absolument terrible sous l'Empire. J'aimerais bien qu'on en prenne conscience. À Lyon, les plus jeunes des prostituées ont 15-16 ans. La plus âgée que j'ai trouvée dans les statistiques en a 40. Et c'est souvent parce que c'est à peu près leur espérance de vie. Et leur quotidien est absolument terrifiant. J'ai trouvé le sort, notamment puisque Jean-Claude a rappelé que j'ai travaillé sur les femmes à Lyon, j'ai trouvé le sort d'une jeune femme de 17 ans, qui avait déjà, à l'âge de 17 ans, au moment où on l'a saisie dans les archives, elle a 17 ans parce qu'elle est enjointe par la police de quitter la ville et de rejoindre son bled d'origine qui est de Montbrison, c'est une habitante de la Loire. Elle a 17 ans et en réalité elle a déjà été 2 fois arrêtée et 2 fois envoyée pour une période à chaque fois de plusieurs mois dans un hospice de l'Anticaille pour se soigner de maladies vénériennes. Et elle a 17 ans. Donc le sort de ces femmes-là est absolument un sort dramatique. La prostitution, c'est, alors là, je rejoins un petit peu le domaine de l'anecdote dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, mais la prostitution, c'est Napoléon lui-même qui nous en donne un témoignage. On sait, par ses témoignages personnels, qu'il a été déniaisé à l'âge de 18 ans par une prostituée du Palais Royal. Et tout Napoléon qu'il est, en fait, tout jeune homme qu'il est maladroit, il se décrit lui-même comme très maladroit sur le plan sexuel à ce moment-là, en fait, il interroge cette prostituée à laquelle il a recours, et il raconte lui-même que cette prostituée lui dit avoir été poussée à la prostitution parce qu'elle est partie de sa région d'origine après être tombée amoureuse d'un bel officier qui évidemment l'a laissé tomber au premier tournant. Elle est tombée ensuite entre les pattes d'un deuxième officier qui l'a à nouveau laissé tomber, et finalement, loin de sa famille, loin de ses solidarités locales, abandonnée dans une grande ville, Paris, 2 fois ayant perdu sa virginité, 2 fois abandonnée par un homme, eh bien, il faut qu'elle vive, et la manière de vivre pour elle, c'est la prostitution. Et Napoléon, dans son témoignage, dit « J'étais maladroit, mais elle était presque aussi maladroite que moi ». C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des femmes dont le recours à la prostitution est un recours un dernier moyen, si vous voulez, pour assurer la survie. Le deuxième élément que je voudrais aborder, et j'ai vraiment l'impression de galoper un petit peu, c'est le fait que, plus basiquement, être femme, c'est ne pas être homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cela? Ça veut dire tout simplement que ce qui fait... J'ai dit que le sort des femmes était très divers. Mais ce qui fait qu'une femme s'identifie aux autres femmes, c'est qu'elle a conscience, non pas qu'elle est inférieure, mais qu'on la considère comme inférieure. C'est la conscience commune de leur infériorité sociale qui fait l'unité du sort des femmes. Toutes les femmes, à quelque milieu qu'elles appartiennent, ont conscience que la société les traite comme des inférieurs. Et c'est ça qui fait la communauté du destin des femmes, sous l'Empire, comme sous l'Ancien Régime, et comme sous la Restauration. De ce point de vue-là, il n'y a pas de distinction particulière. On vit dans un monde qui est partagé sexuellement, et ce partage sexué du monde est une des idées les plus communément admises au début du XIXe siècle. La mentalité dominante est sexiste, au sens où je l'ai employé ce terme tout à l'heure, c'est-à-dire au sens où il y a des rôles qui sont attribués aux hommes et des rôles qui sont attribués aux femmes. Ce ne sont pas les mêmes, et ces rôles sont hiérarchiquement imaginés, si vous voulez, en quelque sorte conçus.
Le rôle de la femme, traditionnellement, vous le savez, c'est celui de produire des enfants. Et depuis la Révolution, c'est de produire des citoyens. Et la Révolution a renforcé cette assignation des femmes à être des mères, et elle a doublé cette injonction à être des mères d'une sorte de poussée un peu viriliste, comme on dirait aujourd'hui, puisque la Révolution a rejeté l'Ancien Régime comme étant une période un peu efféminée, et où les hommes s'étaient un petit peu éloignés de leur rôle traditionnel. La noblesse, notamment, en quelque sorte, a déchu, en n'étant plus ce corps qui combattait et qui avait des privilèges en combattant. Et souvent, la Révolution va dénoncer l'aristocrate d'Ancien Régime comme étant un aristocrate, comme étant un homme un peu efféminé, avec des froufrous aux manches, avec des vêtements un peu de couleur, etc., etc. Et la mode, par exemple, vestimentaire sous l'Empire, sous la Révolution puis sous l'Empire, est une mode qui se débarrasse de tous ces oripeaux un petit peu élégants de l'aristocrate du XVIIIe et devient une mode beaucoup plus masculine, hein, avec des couleurs plus sombres, des vêtements plus simples. Et ça va d'ailleurs causer la perte de la soierie lyonnaise, puisque les vêtements masculins ont beaucoup moins de rubans, beaucoup moins d'ornements, et du coup, ben, évidemment, la passementerie, etc., sont des métiers qui vont se casser la figure, parce qu'on n'a plus du tout besoin de tel textile, en quelque sorte, pour le vêtement humain. Le vêtement masculin, pardon. Et donc, la Révolution et l'Empire vont tout simplement renforcer ce stéréotype féminin, selon laquelle la femme est, en tant que femme, une épouse, puis une mère, la gardienne du foyer. Et dans cette optique, la fondation du Code civil, eh bien, tout d'un coup, le Code civil, finalement, il ne fait qu'entériner ce stéréotype dominant. Et au moment de son adoption, il n'est absolument pas contesté. Il n'y a pas de contestation majeure face à ce qu'établit le Code civil, c'est-à-dire cette vision sexuée. Et le Code civil, dans son article 213, qui est un article vraiment central sur la question des féminines, dit, je cite, mais vous le connaissez tous, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Et je vous demande simplement de signifier quelque chose, c'est que là, l'assignation de genre, l'assignation sexuée, elle est double. Elle est pour la femme qui doit obéissance à son mari, c'est ce qui nous choque spontanément aujourd'hui quand on commente cet article, mais l'homme doit protection à sa femme. C'est-à-dire que l'homme doit être fort, protecteur, et c'est une assignation de genre qui est presque aussi brutale que l'assignation qui concerne les femmes et qui leur enjoint d'être soumises et d'être obéissantes à leur mari. Le troisième élément qu'on peut aborder rapidement, c'est le fait que être une femme, c'est être une épouse. En effet, la femme n'atteint sa plénitude sociale, si vous voulez, d'une certaine manière, qu'une fois qu'elle a épousé un homme. Et on peut considérer de ce point de vue-là que le mariage est sa destinée première. Et d'ailleurs, le Code civil dont on parlait tout à l'heure, en fait, mis à part un cas très très marginal qui est celui des femmes commerçantes, en fait, en réalité, il n'évoque la femme qu'en tant qu'épouse. En fait, le Code civil ne dit rien sur la femme. Il dit tout sur l'épouse. Et la femme n'est vue que comme épouse. Et donc, ce qu'on entend dans le Code civil, y compris sur la question de l'adultère, sur laquelle je peux revenir si vous voulez, qui traite très inégalement l'adultère masculin de l'adultère féminin, il s'explique par le fait qu'on voit dans la femme, avant tout, une mère et une épouse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Une femme célibataire a un certain nombre de droits. Une femme seule a un certain nombre de droits. Ce qui est discrédité, c'est le célibat. C'est-à-dire, socialement, on a du mal à admettre qu'une femme soit célibataire. Et elle est vraiment poussée à se marier. Mais en se mariant, elle perd tout un tas de prérogatives. En réalité, c'est par exemple ce témoignage, alors j'évoque là des noms que vous connaissez, Marthe Roederer, qui est la fille du très célèbre conseiller d'État Roederer, qui a été un des compagnons de Napoléon, quelqu'un qui a défendu le roi Louis XVI au moment de l'attaque des Tuileries le 10 août 92. Bref, vraiment un homme très installé. Il a une fille, Marthe, qui a 38 ans en 1821. 1821, c'est la mort de l'empereur, vous le savez, et c'est le retour de ses compagnons de Sainte-Hélène. Et en 1821, Marthe Roederer, elle épouse le général Gourgaud, donc un des derniers compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène. Et quand elle l'épouse, elle est saisie parce qu'elle découvre devant le notaire qu'en fait, en épousant, elle perd la totale maîtrise des biens qu'elle possédait jusqu'alors.
Et donc tout l'enjeu pour elle, devant le notaire, c'est de négocier un contrat de mariage, de négocier que son mari signe un testament en sa faveur pour l'avantager en cas de veuvage, etc., pour sauver ce qu'elle peut sauver. Mais en réalité, le mariage fait passer la femme sous la tutelle de son mari et lui fait perdre la totale maîtrise, y compris de sa dot, par exemple. La dot est un des éléments les plus importants du mariage, mais la femme apporte sa dot, en reste propriétaire, mais en perd totalement la gestion et la maîtrise. Donc généralement, l'enjeu pour une femme qui devient épouse, c'est de négocier pied à pied, si j'ose dire, et vous comprenez bien que selon la dot, selon le capital culturel ou social qui est le vôtre, vous avez plus ou moins les moyens de négocier, évidemment. Mais tout l'enjeu va être pour une femme de négocier un contrat de mariage, de faire signer un testament à son mari, de manière à garder un certain nombre de pouvoirs sur le patrimoine qu'elle apporte au mariage, et de manière à ne pas se trouver complètement démunie lorsque la mort de son mari surviendra. Quoique, je le dis en passant, sous l'Empire, l'écart moyen d'âge entre la femme et le mari diminue. On épouse de moins en moins, on admet socialement de moins en moins d'épouser des hommes beaucoup plus âgés. Ce qu'on faisait très très facilement sous l'Ancien Régime, on le fait de moins en moins. Un homme se marie généralement avant 30 ans sous l'Empire, et donc l'écart d'âge entre la femme et son mari diminue sous l'Empire. Mais la femme, donc, d'après le Code civil, n'a plus aucune personnalité juridique, elle ne peut plus du tout être témoin d'un acte notarié ou d'un acte juridique, et elle ne retrouve cette possibilité, cette personnalité juridique, que si, justement, elle est veuve. Le Code civil apporte un élément qui va au détriment de la femme mariée, c'est que le Code civil estime qu'à la mort du père et du mari, qui est donc le chef de famille, la cellule familiale est dissoute. Donc lorsque l'homme meurt, les enfants héritent. Progrès sur le plan de l'égalité des sexes, les enfants héritent, le droit d'aînesse n'existe plus, et les femmes, les filles et les garçons héritent au même niveau. Donc ça, c'est un progrès considérable qu'apporte le Code civil dans la condition des femmes. Par contre, la femme, la mère, l'épouse, disparaît. Et si on ne fait rien, si on ne prévoit rien, elle n'a rien dans l'ordre de succession. D'où l'effort qu'elle va déployer pour faire signer un contrat de mariage, etc., qui la protège en cas de décès de son mari. Le quatrième élément qui fait qu'une femme peut être caractérisée sous l'Empire, c'est le fait qu'être femme, c'est être mère. Alors sous l'Empire, on a une évolution de la fécondité. On a même un léger tassement de la fécondité, en réalité. Les taux de natalité et de mortalité, il faut bien l'avoir en tête, restent très élevés. On a un taux de natalité qui est aux alentours de 32 pour 1000 sous l'Empire, et un taux de mortalité qui est un peu inférieur à 30 pour 1000. Mais grâce au progrès de l'alimentation, grâce aux ceux de la médecine, la mortalité tend à baisser, notamment la mortalité infantile, et les couples vont adapter leur comportement à cette baisse de la mortalité. Donc ils vont chercher à faire un peu moins d'enfants. Et donc on s'aperçoit par exemple que le recours à la contraception, et à l'époque la contraception c'est essentiellement le coït interrompu, c'est-à-dire l'homme qui se retire avant d'éjaculer, eh bien c'est le mode principal de contraception, et on voit que ce recours à la contraception il augmente. Et il fait que petit à petit, on a une fécondité par femme, mais c'est visible sous l'Empire, donc c'est quand même assez rapide, puisque sur une courte période de temps, on voit la différence. On a un taux moyen d'enfants par femme, enfin un nombre moyen d'enfants par femme sur la période qui diminue. Il passe de 4,4 enfants en moyenne par femme en âge de procréer au début de l'Empire, au début du Consulat plus exactement, à un peu moins de 4 enfants par femme à la fin de l'Empire. Et donc, sur une période très rapide, on a quand même une baisse qui est sensible et qui montre que de ce point de vue-là, il y a des efforts qui sont faits par les couples pour essayer de limiter les naissances et que ces efforts payent. Pour autant, à cette période, les mécanismes de l'ovulation, de la fécondation sont encore très très mal connus. La gynécologie ou l'obstétrique sont des sciences qui sont absolument balbutiantes. L'encadrement médical, par exemple pour les accouchements, est extrêmement faible. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, dans la France actuelle, on a à peu près plus de 40 médecins pour 10 000 habitants. Sous l'Empire, c'est 5.
Et 5 sans qu'il y ait de spécialité obstétrique ou gynécologie. Hein. Donc, évidemment, l'encadrement médical n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et par conséquent, le nombre de femmes qui meurent en couche, le nombre d'enfants qui meurent dès leur premier jour sont encore élevés. On doit mettre aussi cette baisse de la fécondité dont j'ai parlé en corrélation avec deux phénomènes qui sont d'une part la baisse des prescriptions religieuses, le poids de la religion dans la vie des individus diminue sous le consulat et sous l'Empire, notamment dans les villes, évidemment, et puis l'effet du Code civil, puisqu'il n'y a plus de droit d'aînesse, que donc le patrimoine est divisé par autant d'enfants qu'il y a d'enfants dans le couple, et par conséquent, on va limiter le nombre d'enfants pour essayer de limiter la dispersion du patrimoine. Jusqu'à présent, le droit d'aînesse permettait de maîtriser cette dispersion du patrimoine. C'est plus le cas. Le sort des femmes est quand même très très difficile, même s'il y a recours à la contraception, même s'il y a une vigilance de la part des couples, une femme va la plupart du temps de grossesse en grossesse, le temps de sa fertilité. Et là aussi, pour évoquer le cas d'une femme que vous connaissez, la générale Bertrand, donc la femme du général Bertrand en exil à Sainte-Hélène, est enceinte une fois par an, vous m'avez bien entendu, hein, une fois par an de 1815 à 1821, pour un seul enfant qui reste vivant. Donc on a un sort des femmes qui est évidemment extrêmement difficile, douloureux, et la naissance reste encore plus qu'un mystère, un drame pour beaucoup de femmes et de couples. Encadrement médical très faible, donc en fait on a recours la plupart du temps aux congrégations religieuses que Napoléon a contribué à faire revivre et aux sociétés philanthropiques comme la société de charité maternelle par exemple que Napoléon là aussi à laquelle il redonne vie, qui existait sous l'Ancien Régime, qui avait été supprimée par la Révolution et à laquelle Napoléon redonne vie. Donc il y a un encadrement traditionnel des femmes que Napoléon restaure en quelque sorte après qu'il a été supprimé par la Révolution. Et puis enfin, je vais terminer mon galop par une dernière évocation, c'est celle de la difficulté pour les femmes d'être une femme d'esprit. Et donc là, je vais évoquer des figures qui sont un peu plus connues, un peu moins modestes que celles que j'ai évoquées jusqu'à présent et auxquelles je voulais vraiment donner la priorité. Alors d'abord, vous savez que sous l'Ancien Régime et sous la Révolution, les femmes brillent intellectuellement, notamment par l'intermédiaire des salons. Elles y reçoivent, elles distribuent un certain nombre d'idées, elles aident à un certain nombre d'idées à éclore lors des réunions qu'elles organisent chez elles, et puis petit à petit, la Révolution, qui continue un peu la tradition des salons au début, les supprime. Et en réalité, le salon disparaît à partir de la Terreur, il renaît légèrement sous le Directoire, et puis surtout, il va renaître sous le Consulat et sous l'Empire. Et donc on va retrouver sous le Consulat et sous l'Empire des femmes plus ou moins célèbres, mais qui deviennent un peu des directrices d'esprit en quelque sorte. Alors les plus connues, vous les connaissez, Germaine de Staël en particulier, qui tient salon, qui est cette constitutionnelle libérale, qui au début est séduite par Napoléon, enfin par Bonaparte même, hein, et que Bonaparte va traiter par le mépris. Le jour où elle lui demande, l'anecdote est célèbre, le jour où elle lui demande quelle est pour lui la femme la plus importante, il répond que c'est celle qui fait le plus d'enfants. Et donc évidemment ça déçoit la conception que se faisait du consul Germaine de Staël, qui devient une opposante de plus en plus dure à l'empereur, au consul et à l'empereur. Lorsqu'elle fait paraître un roman épistolaire, d'ailleurs très beau, Delphine, qui contient notamment des idées assez avancées sur les questions du divorce, Napoléon l'exile à 200 lieues de Paris, puis finalement elle publie ensuite un ouvrage qui s'appelle De l'Allemagne, qui contient une sorte de comparatif des différents régimes et qui est très critique à l'égard de l'Empire. Et là, Napoléon lui demande d'aller voir ailleurs. Elle se réfugie en Suisse, où elle continue à militer contre lui. Et puis finalement, elle part dans un exil, un périple d'ailleurs absolument fantastique, qui l'a fait d'abord aller en Suède, où elle se réfugie auprès de Bernadotte. Et puis finalement, elle l'a fait aller en Angleterre, où elle continue à combattre l'empereur. Et on estime généralement qu'elle aura été la principale opposante de Napoléon. À propos de Germaine de Staël, moi, ce que je voudrais signaler, c'est que les exils dont elle est victime, elle ne les doit pas au fait d'être femme, et donc à la, entre guillemets, misogynie de Napoléon, elle les doit au fait d'être une opposante à Napoléon. Et Benjamin Constant, Chateaubriand, un certain nombre d'opposants intellectuels à Napoléon ont subi le même sort, les mêmes décisions contre eux, bien qu'ils aient été des hommes. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de traitement spécifique qui aurait visé Germaine de Staël parce qu'elle était femme.
Une autre figure très très importante des salons sous l'Empire, c'est Juliette Récamier, qui elle est beaucoup plus prudente, d'origine lyonnaise mais très vite montée à Paris, et qui est beaucoup plus prudente dans son hostilité à l'empereur. Mais c'est vrai que à partir de 1811, elle est obligée de mettre en sourdine un petit peu son salon de la chaussée d'Antin, parce que on y tenait des propos de plus en plus critiques envers l'empereur, et elle aussi va être poussée petit à petit à quitter le pays. Mais son salon connaissait une grande vigueur sous l'Empire. Elle y avait reçu, et c'était ses habitués, Caroline de Bonaparte, Hortense de Beauharnais, Germaine de Staël aussi, qui fréquentaient le salon de Madame Récamier, qui était un des plus brillants sous l'Empire. Et puis, si Germaine de Staël ou Juliette Récamier ont été vécues comme des ennemis de Napoléon, en fait, il y a des femmes qui exercent un magistère intellectuel important sous l'Empire, et qui sont simplement tolérées parce qu'elles sont, non pas parce qu'elles sont des femmes, vous voyez, c'est pas ça qui joue, c'est le fait qu'elles sont plus favorables à l'Empire que celles que je viens de citer précédemment. Un des cas connus, c'est celui de Madame Genlis, qui a été une ancienne gouvernante des enfants d'Orléans, qui est une grande rivale de Germaine de Staël, et qui est payée par le régime pour donner un certain nombre de renseignements. Donc elle, on tolère totalement son salon, évidemment. On pense à la duchesse de Bassano, la femme du secrétaire d'État Maret. On pense à Madame de Regnault de Saint-Jean d'Angély, donc qui est elle aussi la femme d'un serviteur de l'Empire, ou à Madame de la Briche, qui est la veuve d'un ancien diplomate de l'Ancien Régime, et qui tient un des salons les plus brillants sous l'Empire. Et puis, à côté des salonnières, j'ai envie d'évoquer avec vous, pour terminer, des femmes artistes, et notamment des femmes peintres. On dit souvent que l'Empire est un moment un peu désastreux pour les arts, et en réalité, quand on s'intéresse au sort des femmes peintres, on s'aperçoit d'une part que, alors, elles restent toujours interdites de l'école des Beaux-Arts. Les écoles des Beaux-Arts restent fermées aux femmes, mais cette décision ne date pas de l'Empire, elle date de 1793, et donc de la République. Et ensuite, on s'aperçoit que sous l'Empire, finalement, les femmes, proportionnellement, sont plus nombreuses à exposer dans les salons qu'elles ne l'étaient dans les périodes précédentes. Donc la période n'est pas si sombre que ça, pour les femmes peintres en particulier. Une des plus célèbres, Vigier Lebrun, continue à peindre sous l'Empire. Elle va d'ailleurs notamment peindre un très beau tableau de Caroline, dont j'espère qu'on le voit à Chantilly, je n'en sais rien. Mais on s'aperçoit que dans les ateliers de David, de Greuze ou de Gérard, qui sont parmi les principaux peintres de l'Empire, on a beaucoup de jeunes filles apprenties. On a des dames peintres qui donnent des cours, la plus célèbre d'entre elles étant Marie-Victoire Jacotot. Et puis on a une élève, par exemple, très proche de Gérard ou d'Isabée, Marie-Éléonore Godefroy, qui enseigne le dessin dans la pension éducative de Madame Campan, par exemple. Donc on a des femmes artistes qui jouent un rôle très très important sous l'Empire. Et Marie-Éléonore Godefroy va peindre, par exemple, le portrait de la reine Hortense, du maréchal Ney ou de Savary. Va être totalement associé aux peintres proches du régime napoléonien. Et ce qui fait la différence à ce moment-là, c'est pas tellement le fait d'être homme ou femme, mais c'est, comme dans le cas de Germaine de Staël, d'être favorable ou pas à l'Empire en réalité. Et donc ça nuance un petit peu l'accusation de misogynie ou de sexisme qu'on peut faire à l'encontre de Napoléon Bonaparte. En guise de conclusion, je vous propose de jeter un œil à cette œuvre-là, qui est une œuvre absolument remarquable, que l'on doit à Angélique Revol-Mongèse, donc une peintre de l'Empire. Ça date de 1806. Titre exact: Thésée et Péritus purgeant la terre des brigands délivrent deux femmes des mains de leurs ravisseurs, et ça date de 1806. Donc c'est un tableau qui est exposé officiellement, que l'on va débattre. C'est un tableau de grande taille, 3,40 m sur 4,50 m. C'est un tableau donc qui montre une scène d'action mythologique, et rien a priori ne distingue le fait que ce soit peint par une femme et non pas par un homme. Donc là on voit cette belle tentative par une femme d'être totalement émancipée finalement de son genre, en s'attaquant à un type de peinture qui est à l'égal de ce que pourrait faire un homme, une scène d'action mythologique, des nus masculins, la grâce des femmes, donc finalement une vision assez, là aussi, sexuée du monde d'une certaine manière. Lorsqu'elle expose, ce qu'on critique, c'est son audace, parce que le nu masculin choque sous le pinceau de cette peintre. Et puis, elle loupe un petit peu son objectif, puisque le thème de ce tableau, qui finalement est la peur des femmes pendant la guerre,
de devenir la proie de la soldatesque et des victimes et de prédateurs sexuels que multiplient les situations de conflit. Et ce thème-là, finalement, le public n'y est pas sensible et le tableau va recevoir un écho qui est finalement très très limité. Mais si je finis par ce tableau, c'est pour montrer que les femmes, ou plutôt des femmes, n'ont jamais cessé, en dépit des règles et des préjugés, par leur comportement, par leur exemple, de tracer la voie de l'émancipation. Et ce tableau nous montre que le talent, on le sait bien, n'a pas de sexe. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, on en a appris des choses. Les femmes sont contentes, elles ont vu des hommes à poil. Si. Jean-Philippe, une question. Il y a eu plusieurs conférences à Valence assez récemment sur les nourrices. Très très intéressantes. Et j'ai appris que le premier département français qui utilisait ce genre de service, c'était l'Ardèche. En Ardèche, il y avait beaucoup de nourrices. Et c'est encore le cas assez récemment. Moi, je le prends à titre personnel dans ma famille, puisqu'on a toujours à chaque génération des nourrices qui élèvent des enfants de l'assistance. Donc ça, c'était mon premier commentaire. Le deuxième commentaire, comment se passait la transmission du nom entre qu'est-ce qu'on prenait comme nom pour les enfants, le nom du père, le nom de la mère, déjà le nom du père? Oui, déjà le nom du père, et notamment, enfin, la chose était réglée au moment du mariage civil, puisque justement, avec le code civil, mais enfin, c'est déjà un petit peu près, enfin, ça date déjà d'avant, mais en réalité, le code civil officialise le fait que le mariage civil est le seul qui vaille juridiquement, et donc c'est au moment du mariage qu'en fait la question du nom est réglée. Et effectivement, le nom du père est adopté quasi systématiquement, et lorsque les époux, par exemple parce que le nom de l'épousée est prestigieux, veulent le conserver, il faut qu'ils fassent une demande en quelque sorte de dérogation. Je dis ça parce que moi, dans ma famille, on a changé de nom à plusieurs reprises. Et moi, dans ma famille, je descends d'un Napoléon. C'était un enfant trouvé qui a été trouvé à Valence. Et on lui a filé le nom de Napoléon parce que c'était la personnalité célèbre de l'époque. Et donc, ma grand-mère me disait toujours qu'on descendait de Napoléon. C'était vrai, mais c'était un Napoléon, parce qu'il y en a beaucoup, et dans la Drôme, il y a encore beaucoup de Napoléons. Il y a des entreprises qui sont dirigées par des Napoléons, mais ça n'a rien à voir avec ma famille, malheureusement. Donc les nourrices, c'était très intéressant ces deux soirées donc, sur ce thème. Ton livre, Jean-Philippe, on le présente ? Donc j'ai publié, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il y en a quelques-uns sur la table. J'ai publié donc il y a quelques jours, ou quelques semaines, un ouvrage qui s'appelle « C'était déjà la Révolution » et qui porte sur la période 1786-1789 et donc les dernières années de l'Ancien Régime, et qui soutient l'idée que en réalité une révolution a déjà eu lieu, tant la monarchie a été attaquée, abîmée, et tant le roi a reculé, en allant jusqu'à convoquer les États généraux. Donc c'est l'idée. Cet ouvrage, en fait, il a été lié à un autre travail que j'ai mené depuis pas mal d'années, et qui, j'en parle ici parce qu'on est dans l'Ardèche, mais enfin moi je suis drômois, et il est lié à l'intérêt que j'ai eu pour un personnage qui est Antoine Barnave, qui est donc un révolutionnaire drômois, enfin né à Grenoble, mais dont les origines étaient drômoises, dans la région de Saillant en particulier. Et dont je vais publier donc la biographie d'Antoine Barnave en octobre prochain. Donc voilà, il y a deux ouvrages liés, en quelque sorte, qui m'ont fait momentanément m'éloigner de la période de l'Empire. Voilà. Donc on retrouve, hein, il y a quand même une mention de Bonaparte dans le livre, c'était déjà la Révolution. Ça sera peut-être notre prochain thème de conférence, Barnave. On le connaît très très peu finalement, enfin, sur roman, mais en dehors de ça. Je vous propose de faire un grand applaudissement pour Jean-Christophe.